Bonjour, amis du soleil, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je rencontre à nouveau une légende de YouTube. Il était d'abord à la télévision, et quand YouTube a commencé, il a été l'un des premiers à passer directement sur la plateforme. Il a lancé un format d'interview sur la science et la fiction. Il a pensé que YouTube devait passer d'enfantin à professionnel. Alors il a fondé un réseau, à savoir le réseau Mediacraft. Tous ces noms étaient sous contrat avec lui, Darum App, Crime, White, Titi et Simon Hunge. On se rappelle qu'il a publié une vidéo critiquant son contrat, provoquant un scandale. Parce que Mediacraft devait en fait être vendu, et à cause de ça, ça ne s'est pas fait. Et cet homme a perdu beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi je me demande, que fait-il en ce moment? Il est avec moi, je suis ravi. Christophe Krajten. Aaron. Oui, je suis content. Avec toi, quand tu arrives à des événements, je me dis, cool, je ne suis plus le plus grand filou. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas non plus pourquoi. Mais il se peut qu'on ne soit pas encore de vieux original gangsters de YouTube si tu devais te présenter. Si on se voyait pour la première fois maintenant, je dirais, hé, je m'appelle Aaron, j'ai un kiosque, je fais YouTube. Comment tu te présenterais? On m'appelle YouTube Daddy. C'est mieux que Sugar, non? Oui, j'étais de loin le plus âgé à l'époque. Tu te souviens encore quand tu as lancé ta chaîne et commencé à avoir des clics? Oui, en 2008, on a juste mis en ligne une bande-annonce pour notre propre site web. Et ensuite, en 2009, fin septembre, première vidéo de Bushido sur le thème de World of Warcraft. Bonjour Christophe Krajten, et ça a cartonné. C'était la vidéo la plus vue sur YouTube et la chaîne la plus regardée le premier week-end. Mais il faut dire qu'on parle aussi d'une époque, ça fait déjà quelques années. Un peu. À l'époque, la page d'accueil valait de l'or et un like avait vraiment de la valeur. Absolument, mais si on remonte vraiment en arrière, je suppose que tu as eu une scolarité normale? J'ai le bac et le permis de conduire. Et qu'est-ce que tu as étudié? J'ai fait un semestre d'économie, puis une demi-licence en sciences traits de l'éducation. Et à l'époque, je travaillais déjà comme journaliste et je me suis dit, bon, je n'ai pas besoin de tout ça. Et ensuite, tu es entré dans le journalisme et tu as aussi été de l'autre côté du pouvoir, à la télévision. J'ai arrêté longtemps. Qu'est-ce que tu faisais à la télévision? J'ai travaillé pour de nombreuses émissions sur presque toutes les chaînes. C'était l'un de mes projets préférés ou les plus réussis. Schrinemarkers Live, plus personne ne connaît. Les seniors connaissent Schrinemarker Margaret et Schrinemarkers Live. Oui, exactement, Margaret. Quelle était ta tâche? Madsen fait donc des vidéos d'introduction. Mais tu as déjà été devant la caméra, non? Oui, j'ai aussi été devant la caméra moi-même. N'y a-t-il pas une interview légendaire où tu te fais complètement crier dessus? Oui, Rolf Zacher, absolument. Pas de hab pour toi. Allez, viens, restons ici maintenant, vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez me laisser tomber ici, maintenant? Non. C'est passé. Oui, c'était un pilote. Mais pour Radio-Télé Luxembourg, l'émission n'a jamais été réalisée. Je ne sais pas, il se passait des choses très bizarres là-bas. Oui, je l'ai rendu fou, c'était vraiment très amusant. Mais c'était pour le projet. Tu étais censé le rendre fou. Regarde ma coiffure. Et puis, il est vraiment parti comme ça? Parce que parfois, de nos jours, Léon Maché pourrait faire semblant de ce genre de choses. Oui, tout était authentique, ce type a vraiment pété un câble. C'était exactement prévu ainsi. Je disais qu'on peut parler de thé, il existe tant de belles variétés. C'est vrai. Thé à la mûre, thé à la framboise. Et tu as été l'un des premiers, quand YouTube est arrivé, à dire « Hé, la télé, moi, je pars là-bas ». Déjà au tournant du millénaire, j'ai dit « Mince, la télé, ça ne va plus marcher sur le long terme. Il faut agir et créer des vidéos en ligne. » Mais tous mes collègues disaient « Ça ne marchera jamais. Internet et les ordinateurs sont trop lents. » Oui, il fallait faire le calcul. Alors, et puis oui, quand le moment est arrivé, les commutateurs des ordinateurs étaient encore là et Internet n'était plus aussi lent. Tu as créé Clipsum, qu'est-ce qui a commencé? Les interviews ou la science-fiction? Ah, je pensais que c'était la science-fiction. Non, une interview, la première, avec Bushido. Tu avais déjà tout le monde, là, il faut le dire, déjà à l'époque, très tôt. Sauf Gronk, non? Exactement, sauf Gronk. Oui, c'était un peu de malchance, mais j'avais tout le monde. J'ai travaillé chez Constantine Entertainment et ils ont regardé la liste et ont dit « Comment as-tu réussi à avoir ces gens-là » Et comment as-tu réussi à les avoir? Lena Myler, je leur ai demandé. Comment faisait-on les demandes à l'époque? Le management? Dès que j'ai débuté avec Bushido, j'ai compris que tous les youtubeurs sont des stars. Je dois aussi tous les interviewer, ce que j'ai fait. J'ai toujours eu les bons. Ce n'est pas parce que je suis super intelligent, mais j'ai appuyé sur les bons boutons par intuition. Et puis toutes les superstars voulaient être avec moi.
Par exemple, j'ai interviewé Nickelback, Jean Delay, Franck Apotente. Qui était l'invité le plus cool en interview? Anke Engelke, sans hésiter, car l'interview est incroyable. Elle était vraiment elle était vraiment géniale, mais Lena aussi était super. Et qui était le plus grand ou la plus grande casse-pied? Nous ne l'avons pas publié. Qui donc? Qui donc? Allez. Je dois le dire? Oui. Olivia Pollack? Le Polac, celui... Exactement. Il a parlé très ennuyeusement pendant toute l'interview avec une blague préparée qu'il avait déjà racontée dans tous les autres médias. Et c'était tout simplement insupportable. Tu as commencé Mediacraft à un moment donné, maintenant la question c'est, qu'est-ce qui est venu en premier Mediacraft? Ou ce premier Video Day à la Gamescom avec Trashpack? Le premier vidéo day à la Gamescom avec Trashpack. Alors, tu y étais déjà? Je pensais que tu y étais déjà avec Mediacraft. Non, pas du tout. Mais tu y étais en tant qu'influenceur, avec Sami Slimani, Mr. Trashpack et White Titi. Oui, Mr. Trashpack a tout lancé. Il a proposé « Organisons une rencontre de fans à la Gamescom ». Super projet, mais tu sais qu'on ne peut pas faire ça partout dans la foule, c'est dangereux. Est-ce que tu as déjà demandé une salle ou quelque chose comme ça à un moment donné? Non, c'est ce que je dis. Alors je vais demander la salle, sinon ça risque de devenir le chaos. Alors je lui ai demandé pour la salle, et dis-moi, tu as dit que tous les grands youtubeurs avaient accepté, tu as qui? Oui, donc oui, en principe, aucun pour l'instant. Donc il avait l'idée, mais il n'avait encore approché personne et il n'avait pas de salle. Comment ça se passait la Gamescom à l'époque? Aujourd'hui, c'est la YouTubeCon qui domine. Comment ça se passait à l'époque? Tu leur as dit, je veux une salle pour moi et quelques autres? Ils ont immédiatement vu que c'était une opportunité en or pour eux. Et donc on l'a fait en interne, je crois que c'était 3 semaines avant, et après une semaine, j'avais déjà la salle. Comment as-tu contacté Sami Slimani? Oui, je les avais déjà partiellement interviewés, et je les ai simplement appelés pour leur demander s'ils voulaient venir. Et puis ils ont dit oui, on vient, et ils l'ont diffusé. Est-ce qu'il y avait déjà à l'époque des managers qui disaient « Monsieur Catchton, bonne idée, 10 000 €, alors les tackles viendront ?» Non, tout cela n'existait pas. Il y avait aussi de nombreux youtubeurs inconnus à l'époque. Je ne sais pas. Titi, Alberto et Fresh Torque étaient là. Alberto a-t-il fait le beatbox qu'il faisait toujours après? Exactement. Oui, celui-là, c'était le même, c'était légendaire. Parmi tous les influenceurs et youtubeurs que tu as rencontrés au fil des années, avec qui tu aurais le moins pensé que ça marcherait? Louis? Oui, ça s'appelle Hey Hero maintenant. Comment peux-tu oublier? Un jour, Alexis Bexy m'appelle et me dit « Christophe, tu peux t'en occuper? Ils ont volé la description de ma vidéo. » Alors je les ai appelés. « Les gars, vous ne pouvez pas simplement voler des descriptions de vidéos. » Mais c'était vraiment très malin de leur part. Copier simplement la description d'une vidéo et la mettre dans la sienne. Tu es affiché à côté de la vidéo. Ils étaient malins. Comment as-tu perçu la dame de la beauté quand la femme avec le maquillage est arrivée à l'époque? Je l'ai remarqué tout de suite au début. J'ai été surpris de découvrir sur YouTube des contenus absents de la télévision. Et il faut dire que les tutoriels de maquillage étaient un nouveau genre médiatique. Ça n'existait pas avant, et c'est seulement grâce à YouTube que c'est apparu. Et maintenant, avant qu'on aille chez toi, je veux voir comment tu as investi les millions gagnés comme créateur de contenu. Les Video Days vivent aussi là, donc Video Days. La première fois à la Gamescom, c'était avant Mediacraft. Si on parle rapidement des Video Days. Ah, c'était aussi l'idée de Monsieur Trashpack. Avait-il des parts chez Video Days? Il aurait perdu beaucoup d'argent avec des parts. Mais pendant un certain temps, ça a vraiment bien marché. Non, oui, mais nous n'avons jamais gagné un centime. J'étais aussi aux Video Days à l'époque, en 2014, 2015, 2016. C'était énorme, avec la Télécom comme sponsor. Mais ça n'a jamais couvert les coûts. J'ai Whale. Mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui fait toujours tout bien. J'ai ensuite eu plusieurs directeurs généraux qui m'ont laissé une dette de 500 000 €, voilà. J'avais une demi-million de dettes, tu peux me féliciter pour ça. C'est pour ça que je l'ai vendu à Radio-Télé Luxembourg. Pour une demi-million de dettes? Oui, ils ont payé les dettes. Ah d'accord, et puis ça n'a rien donné, je peux le raconter. Un jour j'étais assis, à l'époque c'était encore Divimove, je crois. Oui, exactement. Et là tu venais de le vendre à Radio-Télé Luxembourg, ce qui était Divimove. Et puis ils disent, oui Aaron, combien d'argent veux-tu avoir si tu viens dans notre réseau? Là, j'ai dit pour plaisanter, je veux la même chose que ce que Cracked a eu pour les Video Days. Il était assis ici et a compté de l'argent pendant longtemps. Et puis, ils m'ont regardé. Non, il ne l'a pas eu. Oui, vraiment. Aujourd'hui, avec tous ces événements en direct, O2 Vodafone, Télécom, etc., payent énormément. Tu te rappelles quand tu es venu avec la vidéo toute neuve? Je crois que c'était la Télécom ou Vodafone. Tu leur as dit, devenez partenaire. Ils payaient déjà beaucoup. Oui.
Pour l'époque, il payait pas déjà pas mal, autour de 100 000, 50 000. Oh, ça c'était vraiment bien. Oui, c'était bien aussi, mais ça a quand même coûté cher. Pour les Video Days, on avait notre propre sécurité à cause des fans très excités et des célébrités devant eux. Les youtubeurs étaient de vraies stars. Toute la sécurité a coûté 50 000 €, juste les personnes qui surveillèrent là-bas. Combien coûte la Lanxess? Elle coûte 60 000. Et ça, sans rien, prévoit 100 à 200 en plus pour la technique. As-tu déjà reçu un prix d'honneur pour l'ensemble de ta carrière? Pas encore. On devrait vraiment le faire. Tu pourrais lancer une initiative. Je vais prévenir Nous Sommes Ever que je viens aux journées vidéo, mais seulement si je peux. Christophe craque pour un prix pour l'ensemble de sa carrière ou est-ce trop tôt pour l'ensemble de sa carrière? Oui, qu'est-ce que j'en sais, ce que je vais encore faire. Te rappelles-tu d'un moment au Video Days où tu t'es dit « Personne ne va me croire, elle le sait » ou d'un souci de fiabilité? Bon, ce n'était pas Ken ici. Sur la scène parce que... Oh, c'était quoi cette action? Oui, j'étais là à la fin, donc pas très enthousiaste, mais je me suis dit que ça faisait des vues, et ça en a eu pas mal. C'est là que je suis devenu. Il espérait qu'il était une vidéo. J'ai un petit sourire en pensant à ces vieilles histoires. Tu sais, raconte-moi la guerre YouTube, on peut l'appeler comme ça. C'est vraiment ça. Ça me réchauffe le cœur. Mais cher, on était justement en route vers ton appartement. Et là, tu as dit, viens, entre avec moi, je vais te montrer quelque chose ici. Maintenant, nous sommes devant Dunkel Ziffern, ça ne me dit rien. Oui, c'est mon frère Stéphane, et il est en fait plus connu que moi ici à Berlin. Il a joué ici avec Dunkel Ziffer au club légendaire SO36, et ils ont aussi une chanson nommée SO36. C'est pourquoi un mur commémoratif pour mon frère se trouve ici, chez Soul Trade. Ça veut dire que ton frère n'est plus parmi nous, malheureusement? Non, il est décédé très tôt. Il était patient en dialyse, donc il avait un rein défaillant. Et après 25 ans, son heure est finalement arrivée. Et il ne voulait pas se faire transplanter un rein, alors il est décédé. Je l'ignorais. Mes condoléances. Mais ce chiffre noir à Friedrichshain, c'est bien. Non, Kreuzberg, non, stop. Nous sommes à Kreuzköln. Là-bas, c'est Kreuzberg, là-bas, c'est Kreuzberg, mais ici, c'est Neukölln. D'accord, donc Neukölln. Très bien. Et maintenant, allons voir à quoi ressemble ton palais. Peut-être que Titi va ouvrir la porte. Bienvenue pour une petite pause chez Hey Aaron. Aujourd'hui, je n'ai pas de sponsor. C'est pourquoi nous faisons la promotion du meilleur podcast qui existe actuellement. Il s'appelle Marvin. Et notre animateur et meilleur gars, Timo, est aussi là. Bonjour. C'est vraiment le vrai Timo du collège principal. C'est le vrai Timo du collège principal. Donc le lien vers le niveau collège principal est dans la description de la vidéo. Le podcast que vous devez toujours écouter maintenant quand vous êtes en déplacement, seul ou si vous voulez juste tourner en rond. À première vue, je dirais aussi directement, ici habite Christophe Krakten. Tu veux dire ça? Quand on te voit, je m'y attendais à ce sol. Je surveille la floraison. Très beau, on en sait beaucoup sur toi en privé, non? Je savais que tu étais marié. J'étais marié. Tu étais marié? Jusqu'en 2014. Et maintenant? Je suis célibataire. Ah, c'est énorme! Oh, un très beau mur. J'aime beaucoup ces vieux murs en briques quand ils sont encore visibles. Ici aussi. Oh, c'est très joli pour s'asseoir. Elle vient de mon grand-père, ce banc. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je ne sais pas, c'est mon grand-père qui l'a fabriqué. En fait, je n'ai pas envie de le vendre. Regarde ici, Video Days 2015. Oui, Berlin Arena, c'est là que vous avez trompé pour la première fois, non? Oui, c'était la première fois qu'on était ici à Berlin. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait ici un peu de nostalgie, genre une photo de toi et Waititi. Il y a marqué sexe et des noms. Ça veut dire quoi? C'est assez drôle, tu sais, je fais de la comédie. Ah, je croyais que c'était des partenaires. Et ici, nous avons développé une blague. Alors, d'abord, on a associé qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on pense au sexe. Ensuite, on s'est demandé à quoi cela nous faisait penser. Et on a pensé à plan A3 et à humide. Pour le plan A3, ces termes nous sont venus à l'esprit, donc on y a pensé. Finalement, c'est devenu une blague. À l'école, je n'avais que des plans A3 et de mauvaises notes. Je te vois déjà à l'Uber Eats Arena. Quelle surface as-tu ici? 140. J'en ai un peu honte, c'est un peu beaucoup. 140, c'était raisonnable. Location ou montant de Mediacraft? Non, je l'ai lu en 2015, donc elle est encore payée. Oh, combien tu payes alors? 10 € le mètre carré. Donc 1400. Le chauffage est maintenant cher ici. Là, tu dois vraiment faire beaucoup de blagues pour que les billets soient rentabilisés.
Le problème, c'est que tu gagnes ta vie avec la comédie, donc tu dois le faire. Il n'y a que deux possibilités. Tu es comme moi, tu ne gagnes pas d'argent avec ça. Parce que tu n'es pas assez connu ou parce que les gens ne viennent pas? Parce que tu te produis simplement dans des scènes ouvertes. C'est uniquement basé sur les dons, l'animateur reçoit simplement quelque chose. D'accord. Mais c'est amusant. Je suis curieux. Y a-t-il des vidéos de ça? Oui, là, il y en a un peu sur Instagram. On va regarder ça et l'afficher tout de suite. Ma grand-mère est décédée, oui, c'est ce que vous dites maintenant. Mais nous étions vraiment contents. À partir de 65 ans, elle disait chaque matin « Je crois qu'aujourd'hui, je vais mourir ». Vous savez à quel point c'est agaçant? Regarde, il y a plein de porte-clés ici. Oui, exactement. Ça fait partie de mon projet. Quel est ton projet? Mon projet, ce sont les vêtements durables ultimes. Tu coudes les deux ensemble et ajoutes un cordon dessus. Exactement. Et du coup, là, il y a toujours deux paires qui se forment. Si quelqu'un en achète un, l'autre obtient le compte Instagram du premier acheteur. Et ensuite, ils peuvent se connecter. Donc c'est un peu comme Tinder aussi. Est-ce que tu t'amuses encore sur les réseaux sociaux? Oui, absolument. Est-ce que c'est déjà arrivé que ce ne soit plus le cas? Oui, fin 22 ou au début de 22, c'était plus éloigné. J'ai eu l'impression que tu avais déjà traité tous les sujets scientifiques. J'ai fait ça pendant 9 ans et je n'en avais aucune idée. Déjà 10 vidéos sur les astéroïdes qui menacent le monde, ce qui est vraiment un risque réel. J'ai toujours dit oui, il faut se préparer. Tu veux du café? Non, je ne bois pas de café, mais moi de l'eau plate. De l'eau plate ici dedans? Oui, je veux. Je ne veux même pas savoir combien de personnes ont bu dans cette tasse à café. Lorsque des youtubeurs ont insufflé leur âme avant de signer un contrat de vente de médias. Honnêtement, ça m'intéresserait de savoir qui, parmi ceux qui regardent la vidéo, pense à la nostalgie, à Mediacraft, a grandi avec ça, ou sont des collègues influenceurs ici. Lexi, Bexi, tu paierais combien pour une telle tasse? C'est spécial, non? Tu trouves pas? Oui, alors, comment t'es venue cette idée à l'époque? Je faisais des clics autour de tout ça et maintenant je crée un réseau. Très concrètement donc. Donc, Clickzoom est né du fait que je voulais, après le 11 septembre, une crise financière mondiale et une étrange crise des médias sont survenues. Toutes les chaînes ont parlé de ces attentats pendant des jours, des semaines. Mais dans ce contexte, aucune publicité n'a été diffusée. D'accord, personne n'a diffusé de publicité. Les chaînes éteignent fin 2000, 2001. Non, 2011-2001, elles étaient en faillite, elles n'avaient plus d'argent. Les budgets pour les productions télé avaient disparu à l'époque où je faisais surtout de la télévision. Il n'y avait plus rien, c'était vraiment une catastrophe absolue. Alors je me suis dit, d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose nous-mêmes et il faut qu'on fasse quelque chose sur Internet. Et puis j'ai commencé à y réfléchir. Après quelques années, l'idée est née. Et ça doit être de haute qualité, promis Interviews. Exactement, ça doit être de haute qualité, promis, et ça doit être économique à produire. Interview. C'est la logique télé, il faut que ce soit peu coûteux à produire. Exactement, c'est la pensée typique de la télévision, mais qui a vraiment fonctionné. Oui, et ce n'est qu'en 2008 que nous avons lancé notre site web, qui a aussi très bien marché. Nous avons eu des collaborations vraiment sympas avec gmxweb.de. Avec Bunt, ça a vraiment très bien marché. Nous avions des dizaines de milliers de vues sur des vidéos sur notre propre site web, vraiment. À une époque, aujourd'hui, ce serait probablement 100, voire, si on extrapole de façon inflationniste, 100 jusqu'à un demi-million. Oui, c'était vraiment fou. Donc ça a vraiment bien marché. Mais on s'est très vite rendu compte, les coûts techniques SAM pour les serveurs engloutissent complètement les revenus. Nous avons été parmi les premiers clients de SmartClip, un grand régisseur vidéo. Les présidents directeurs généraux étaient encore à nos bureaux de Cologne, où nous avons signé les contrats. Donc c'était vraiment une époque absolument pionnière. Mais après 1 an, nous avons réalisé que ça ne marcherait pas. Et ensuite, nous sommes allés sur YouTube, même si tout le monde nous l'avait déconseillé. Citation. Oui, la qualité des commentaires sur YouTube était vraiment mauvaise. Mais ça n'a pas vraiment beaucoup changé, tu sais, certaines choses restent comme avant. Bon, mais à la fin de 2009, avec une interview de Bushido, on a vraiment explosé. Dès le premier week-end en ligne, nous avions la vidéo la plus vue et étions la chaîne la plus regardée. Tu te souviens de quelle vidéo il s'agissait? Alors, je m'en souviens, je crois que je devrais vérifier encore une fois sur Bushido. Il y avait une longue interview qui, je crois, durait 30-45 minutes. Je crois que ça avait 50 000 vues, ce qui était énorme pour l'époque. On peut supposer qu'aujourd'hui, ce serait au moins 1 million.
C'était complètement fou. Le lundi suivant, j'ai appelé Andreas Bries, patron de YouTube Allemagne, qui m'a dit « Ça ne peut pas être vrai. » Pas d'essai. Alors j'ai dit « Nous sommes la vidéo la plus vue, la chaîne la plus vue. » Il a répondu « Ce n'est pas possible. » Et là, il regarde et dit « Ah oui, ok, c'est une vidéo aussi longue, elle a aussi autant de vues, ça, on n'avait encore jamais vu. » Donc c'était vraiment... Et puis je me suis dit « D'accord, et maintenant, ça continue. » Et puis ça a continué. Tu as continué puis c'est arrivé. Ce logo, je le trouve vraiment horrible. Ouais, on peut en discuter. On avance un logo, voilà ce que je pensais. L'idée derrière, bon, c'était nous, les gens qui étaient là au début. Hein. Nous sommes justement cette Mediacraft. Oui, c'est Mediacraft. C'est exactement ça. J'y étais aussi, mais c'était comme ça. Comment est née et réalisée l'idée de Mediacraft? Alors, le truc, c'est que la toute première personne qui m'en a parlé, c'était Phil Laude. J'ai lu qu'il avait eu 1,2% un jour. C'est possible, mais je ne m'en souviens plus. Oui, généreux, mais lui est arrivé bien plus tard, et c'est lui qui a eu l'idée. Non? Mars 2010? Là, on a eu une première rencontre chez YouTube. Il y avait Monsieur Tutoriel, il y avait Bilo, il y avait les Outsiders ITT et moi. Je crois que c'était tout le monde. Et on a eu une réunion avec justement cet Andreas Bries et d'autres personnes de YouTube, et on a un peu discuté gentiment ensemble. Ensuite, on est allé dans une brasserie, Phil a demandé. Et ces réseaux, aux États-Unis, hein, il y en a. Devrait-on essayer? Oui, mais qui fera le travail? Je n'ai aucune idée, tu vois. Et puis, quand c'était aussi en 2010 ou en 2011, YouTube avait racheté Next New Network. Et puis, ils se sont répandus partout et ont fait de la pub pour créer des réseaux, et ils m'ont aussi invité. Je connaissais Jörn Schlüter, un collègue qui avait déjà commencé avec le placement de produits. Et puis j'ai dit oui, d'accord, je pourrais imaginer fonder quelque chose comme ça. Donc je parlerai à ce collègue. Il a proposé Spartacus Olsen, alors j'ai pensé qu'on pourrait le faire à 3. L'idée est née ainsi. Tu as besoin de gens qui savent faire ça. Tu dois d'une certaine manière avoir une équipe qui a les compétences. On avait les compétences en publicité, management et réseaux sociaux, puis on l'a fondé. À 3, chacun à 33%. Exactement. Et ensuite? Oui, ensuite ça allait. Au début, ça allait. Oui, puis nous avons dû appeler tous tes collègues de YouTube connus via les interviews pour leur dire « Sami Slimani, viens chez Mediacraft pendant que tu te coiffes à la Justin Bieber. » Nous avons convié tout le monde dans un restaurant de poissons au port de Hambourg pour présenter notre projet. Et l'annonce, ça a toujours marché. Je sais que Waititi m'a taquiné avec ça pendant des mois. Nous allons multiplier vos vues par 10, proprement. Et ça a marché partout, je dois le dire, ça a marché partout. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une qualité vraiment merveilleuse. Si tu aimais, ça s'affichait, puis vous vous êtes tous likés. Ensuite, nous avons organisé ça de façon très stratégique. Il y avait différents outils, et plus tard, j'ai aussi développé un programme qui s'appelait le Likemeister. Nous étions vraiment comme dans une grande chaîne de télévision, nous avions un service qui s'en occupait tous les jours. Quelles nouvelles vidéos sont sorties? Quelle chaîne avons-nous? Et y a-t-il une promo de publication? Comment as-tu payé tout ça à l'époque? Les pubs YouTube n'étaient pas très rentables à l'époque, non? Nous avons trouvé un investisseur très rapidement. Qui était l'investisseur? Je crois que c'était Shortcut, qui avait aussi fondé Blow.2. D'accord. Ils nous ont donné 2 millions. Waouh, tu t'en souviens? Mais pour combien de pourcents? Ils voulaient quelque chose pour... Oh mon Dieu, je ne m'en souviens plus. Je crois que c'était 20%. Donc ils ont déjà reçu beaucoup pour ça. D'accord. Et puis ils ont dû augmenter à 4 millions, parce que nous n'avions pas trouvé le prochain investisseur aussi rapidement. Mais c'était aussi une pression, car la start-up fonctionne, mais il manque toujours un élan initial. Dire, il nous faut 2 millions rapidement, sinon tout est fini demain. Mais ça a marché, tout a très bien fonctionné au début. Nous avons pu offrir à tous ceux présents pas seulement offrir une tasse. Ils nous ont donné quelque chose quand les MEWs ont été multipliés par 10, donc nous et eux en avons profité. On a dit, ce que vous gagnez reste à vous, mais le reste, on partage en deux. Ah, d'accord, commercialisation supplémentaire. Mais ils ont quand même gagné beaucoup plus qu'avant. Ça a vraiment très bien marché. Puis 4 millions. Et ensuite, je crois, il y a eu au total encore 30 millions d'un investisseur français. Qui a ramené ça ici? Nous étions ensemble, puis nous avons bu et fait le ménage. Tu vas ensuite faire le ménage chez différents investisseurs quand tu as la terre. Dans la grotte des lions, Oui, mais la grotte des lions est dans leur bureau. tu avais 30 millions
Tu te rappelles combien de parts tu avais chez Mediacraft? Là, il me restait 16% et quelques poussières, 16% et quelques poussières. et nous avions une offre de Springer. On en parlera dans un instant, quand Mediacraft a levé 30 millions. Là, tout a vraiment commencé pour vous. Vous aviez loué tous les étages de la tour à Cologne. Écoute, moi, c'était déjà avant, mais quand on a eu les 30 millions, Toutes les fêtes de l'Oktoberfest, je n'étais pas invité. Où était mon invitation? je ne sais pas non plus. On faisait déjà l'Oktoberfest avant. Non, la blague, c'était... Soudain, il y avait chez nous différentes personnes qui jetaient vraiment l'argent par les fenêtres. J'ai dit que je ne participerais pas et la catastrophe a commencé. Quel était ton salaire chez Mediacraft? Je crois que c'était 5 000 € net. D'accord, et à un moment donné, tout le monde était aussi les talents chez Mediacraft. La plupart étaient alors vraiment chez nous. Et puis c'est ce qui s'est passé. Ensuite, je suis allé dans une école de présentation, oui, chez Springer, et c'était vers 13, 14, 15 ans, je ne me souviens plus exactement. Et là, on disait que Springer envisageait de m'acheter le village. Nous avions des négociations concrètes. J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un montant à 3 chiffres en millions qui était en jeu. Oui, tout juste 100. J'ai entendu 100 millions et il y a... J'aurais touché 16 millions et c'était taclé, avant impôt. Oui, bon, la moitié, ça fait toujours 8. Bien gérer ses impôts permet de ne pas trop en payer. Première question. Moi, ce mythe existe. Une offre de 100 millions était déjà avancée, mais Christophe Krachten en demandait plus. Qu'est-ce qui a fait échouer l'affaire? Eh bien, je ne peux parler que pour moi. Je crois que pour les autres parties, la réflexion était plutôt « je pense qu'on peut obtenir plus ». Cette réflexion, je ne l'avais pas. Mec, prends les 16 millions, passe une bonne journée. Oui, beaucoup de gens me le disent. Moi aussi, pour moi, c'était comme ça et c'est comme ça. Beaucoup de choses que je fais viennent aussi du cœur. C'est normal de gagner de l'argent, mais c'était aussi une affaire de cœur. Et ma réflexion était de savoir qui dans notre réseau allait rester, car dans un réseau qui appartient ensuite à Springer. Un Le Floyd, je ne pense pas. Et ainsi de suite. N'est-ce pas un peu après moi le déluge? Non, je ne pense pas comme ça. C'est ce que j'ai construit et j'aurais aimé le préserver. C'est un peu comme un bébé. Mais ce n'est pas pareil. Je ne ressens rien pour ça. As-tu encore ressenti quelque chose pour l'un de tes protégés de l'époque? Oui, j'avais des contacts avec tous. Oui, par exemple, avec Fabiane Grishka des studios Grichy, avec Hero, je croise parfois les lochis à l'entraînement. Non, avec certains, j'ai vraiment encore un contact sympa. Et oui, C'était 100 millions, vous avez négocié en interne. Ce qu'il faut dire, ce n'est pas comme si les 3 fondateurs présents avaient simplement dit « on le fait ». Tu dois convaincre les investisseurs exactement. tu devais convaincre, mais ils étaient déjà d'accord. Mais nous, en tant que fondateurs, avons finalement décidé contre. Comme je l'ai dit, ma motivation, c'est que ça ne va pas survivre. Pour les autres, c'était probablement la motivation. On va en avoir encore plus. À quel point tu le regrettes? Pas du tout. Tu aurais pu avoir 16 millions de plus, disons. Nous pouvons maintenant. Bien imposé, tu aurais pu avoir 10 millions sur ton compte maintenant. Ça ne fait pas mal? Eh bien, beaucoup de choses risquent plus facile. Mais non. Ça ne me fait vraiment rien. Je dois dire que l'argent, franchement, je m'en fiche complètement. Le statut m'importe peu, je veux juste une vie belle et riche émotionnellement. Très louable, mais l'offre reste sur la table. Vous continuez. Et puis, il y a eu cette vidéo légendaire. Comment était la relation avec Unge? Bien, c'est toujours bien aujourd'hui. Mais ensuite, il y a une vidéo comme ça. Non, pas de vidéo, juste un appel. Oui, mais la vidéo est sortie. Mediacraft, c'est nul? Oui, je sais, mais avant ça, j'ai reçu un appel. Comment s'est passé l'appel? Alors, il faut que je précise, nous n'avons pas vendu à Springer, mais nous avons reçu un investissement d'environ 30 millions. Oui, alors, il y a eu 3 choses de décisives qui m'ont complètement bouleversé et où j'ai dit que je ne pouvais plus continuer à être là pour Mediacraft. La première chose, c'est que nous avions prévu notre propre format. Ça s'appelait à l'époque 5x5 avec les Champagnons. Je ne sais pas, peut-être que tu t'en souviens encore à Munich avec les Sprayreitern. Oh, c'était terrible, vraiment terrible. Et j'ai dit pendant la phase de conception, pas avec moi. C'est cher, compliqué et inefficace. Mais ça, c'est vraiment nul. Et c'est simple, ce n'était pas encore clair à l'époque, mais j'avais ce soupçon. C'était le premier point. Ensuite, nous avions 150 employés, waouh! Et nous étions un réseau de partenaires. Devine combien de personnes travaillaient dans le service partenaire.
Waouh, combien était-il? 150. 150, accompagnement des partenaires, 30. C'était entre 12 et 15. Ah, j'ai dit que ce n'était pas possible non plus. Longtemps bien, non, non. Non, nous ne pouvons pas, c'est un déséquilibre. Étiez-vous rentable? Non, bien sûr que non, sinon nous n'aurions pas eu cet investissement. Oui, c'est possible que tu... Ah, allez, ici c'est plutôt sympa. Non, 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 exactement. Et ensuite, j'ai craqué. Il faut utiliser des formats propres. Tous les influenceurs et créateurs de contenu ne compteront plus à l'avenir. J'ai alors dit, attendez, ça ne marchera pas. Et puis, ça a implosé. Et c'était avant Unge. Et puis, j'ai eu un conflit avec la direction ici à Berlin. Et puis un jour, Unge m'a appelé et m'a demandé « Est-ce que je peux sortir de votre contrat ?» Bien sûr, j'ai dit non. Un contrat est un contrat, il a une durée, et à la fin de cette durée, tu peux en sortir. Mais pas maintenant, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas possible. Tu as aussi des investisseurs qui comptent sur le fait que les contrats se déroulent comme prévu. Si on laisse sortir le premier avant la fin du contrat, tout le système s'effondre. Et puis la vidéo est sortie. J'ai assez vite constaté que les opinions de Mediacraft n'étaient en fait pas forcément en accord avec les miennes. Et donc, j'ai vite remarqué, une fois que j'étais dans le réseau, que ce n'était pas forcément le réseau qui me plaisait particulièrement. Et à l'époque, ça a eu un impact incroyable. Oui, c'était un énorme scandale. Il a aussi fait un podcast à ce sujet, affirmant « Oui, Christophe Krachton, ce n'est pas contre lui. » J'ai trouvé ça plutôt sympa, bien sûr. Mais est-ce que vous l'avez laissé sortir ou pas? Je ne me rappelle même plus comment ça s'est fini. Il est juste parti. Tu peux quitter le réseau toi-même. Je ne me rappelle plus comment YouTube faisait avant. Peu à peu, tous les apes ont rejoint Tube One. Plus tard, Disney a lancé Maker en Allemagne, mais cela a totalement échoué. Et comment ça s'est passé pour toi et Mediacraft? Donc, Ungraust, tu as aussi eu des conflits? Oui, le conflit. Au début, il disait « Non, Christophe, nous allons satisfaire toutes tes exigences. » Quelle pression as-tu mise? Mediacraft dépendait-elle beaucoup de toi? Mediacraft dépendait fortement de moi, mais l'ignorait. Sinon, il ne m'aurait pas laissé partir. Mais ça m'était complètement égal, je ne pensais qu'à moi. C'est tout ce qui comptait pour moi. On fait des erreurs. Ou non. 5 x 5, c'est campagne. Tralala. Nous renforçons la gestion des partenaires et ne dépensons plus d'argent inutilement. Et si ce n'est pas le cas, alors je ne peux pas collaborer. Point final, j'ai alors quitté, je suis alors parti. C'est aussi simple que ça. Qu'as-tu fait de tes parts? Je les ai gardés. Ah d'accord, mais tu ne travaillais plus activement et tu ne gagnais plus d'argent. Je ne travaillais plus et je ne gagnais plus d'argent. Et comment Mediacraft a-t-il continué ensuite? Ça s'est ensuite passé petit à petit comme ça. Faillite? Jusqu'à la fin, cela fait partie de l'histoire. C'est devenu plus petit à chaque annonce. On voyait que la tour avait des étages et à chaque étage supprimé, il fallait économiser. Après que tu sois parti de Mediacraft, on parlait toujours de Krachton. Beaucoup disent aussi le Krachton, c'est aussi un surnom, le Krachton. Agisse encore, tu as continué à produire. Donc j'ai continué à faire mes contenus. Et c'était vraiment très important pour moi parce que créer me fait vraiment beaucoup plaisir. J'ai fait ClickSoom Science avec Fiction, puis plus tard ClickSoom Science avec Future et Science in Future. Oui, ça m'a beaucoup amusé. Mais tu as aussi fait d'autres chaînes, non? N'as-tu pas travaillé avec Simone Weil pour Funk et tout ça? Ah oui, j'ai aussi fait ça. J'ai participé au développement de Funk et j'ai assisté aux ateliers là-bas. Tu as bien profité de mes redevances audiovisuelles? J'ai une redevance audiovisuelle. Durier en a reçu. Mais ça m'a aussi beaucoup amusé et je suis assez fier de l'avoir développé aussi bien. Es-tu millionnaire? Non. En quelque sorte. Non, je réinvestis toujours dans de nouveaux projets. Après avoir consulté Mediacraft Funk. Oui. Et tu as, je dirais, réfléchi à ton avenir. Et ce qui s'est passé ensuite, on le raconte dans ton nouveau bébé où nous allons maintenant à travers Berlin. La question est, y a-t-il encore quelque chose à voir dans ton appartement où tu te dis, ah Aaron, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a pas mal de choses à voir. Alors ici, tu as le salon, la cuisine. Exactement. Là, je peux dire, je vais vous montrer rapidement. Tu es de nouveau célibataire, non? Et on vient de te proposer pour l'émission de rencontre de Révi. Oui, j'espère. C'est pour ça que t'as fait... Ah, regarde maintenant Calvin Klein, t'as fait des blagues comiques? D'accord. Oui, ça me fait plaisir. Donc la comédie, ça me fait vraiment plaisir. Combien de temps as-tu été marié? 20 ans. Et ensuite, divorce de... Ma femme m'a quitté, juste pour info. Oh, tu es ouvert à quelque chose de nouveau? Oui, donc j'aimerais avoir des gens avec moi. Pour moi, c'est vraiment un fardeau d'être seul. J'ai de la portée, même auprès d'un public plus âgé. Contacte Christophe Cacher sur Instagram ou Révi. Agis toi-même. Oui, ça c'est le I Love Me Ball.
Oui, que veut dire I love me? Oui, plein de souvenirs et de choses que j'aime bien. C'est toi? C'est moi. Où est passée la moustache? Remets-la donc. On voit encore la moustache. J'ai débuté comme reporter radio à la Westdeutscher Rundfunk. T'as ton propre green? À l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des présentoirs, mais j'ai juste pris la caméra. Et c'est en fait le produit jusqu'à 4 heures ce matin. Oui, parce que Elvia Oumar-Begovic a donné une dorée à tous ceux qui ont soutenu Jeune Brutal Beau Gosse 2. Tu as eu une interview avec Colonia. Super. Tu sais jouer quoi? Je ne sais rien jouer. Pourquoi as-tu des instruments alors? Oui, mais écoute, mon ex-productrice de musique avait ce studio ici que je loue parfois. Je dirais qu'on continue car tu ne vas pas le croire. Christophe Krachton est maintenant propriétaire de bar. Ça veut dire qu'on va vraiment boire un coup maintenant? Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Christophe Krachton et Ron Beletsky vont devenir les meilleurs amis du monde. Si je te le présente, toi, comment ça se fait que tu sois soudainement passé de directeur général de Mediacraft à je laisse 16 millions de côté? Non. Voilà! Je connais bien l'ancien propriétaire, Marcel Sonek, des Datelteter, une équipe YouTube. Il l'a eu des années. Je venais ici depuis 5 ans comme client. Il a dit « Oui, je veux m'en débarrasser » et j'ai trouvé le projet sympa. Je l'ai toujours aimé. Avant sa fermeture, j'ai décidé de la reprendre. Le meilleur bar, quel est le numéro de la rue? Wiedenaustrasse 12a. Et ici, un spectacle de comédie est organisé. Mais ce n'est pas toi qui présente. Eh bien, je vais probablement commencer à présenter maintenant. Dragan s'en occupe, là, c'est un super gars qui fait ça depuis très longtemps. Je serai le nouveau et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Y avait-il de la comédie ici avant toi ou avec toi? Non, c'est moi qui ai lancé ça. Ah, d'accord. C'est un peu mon passe-temps. Et oui, On peut jouer à la Nintendo Entertainment System ici. Génial. oui, c'est vraiment génial aussi. Gratuite. Oui. Mais donc un monnayeur sur une machine à pousser 1 euro. D'accord, c'est Aaron. Que tu sois devenu propriétaire de bar, tu le regrettes? Difficile à dire pour l'instant, seul le temps le montrera. Pour l'instant, c'est très drôle. Mais ce n'est pas comme si je venais ici juste pour le mardi. Et Christophe Kracht se tient là et dit « Moscou Moulin, Mais ça arrive quand même. tu travailles ici. Es-tu heureux si je te demande maintenant? Oui, en fait, je suis toujours heureux. Y a-t-il déjà eu un moment où tu n'étais pas heureux? Donc pas heureux, enfin, je le suis quand même. Donc, quand j'ai rompu avec ma copine il y a environ 1 an et demi, j'ai été vraiment malheureux pendant environ 2 mois et demi. Et que font les dames depuis? Un truc ou l'autre, rien de sérieux. Comment est ta relation avec les médias? Que fais-tu exactement? Alors, ce que je fais en ce moment, c'est que j'ai arrêté ma chaîne 22 avec l'Ixum Science Future et je n'ai pas fait de pause. C'était aussi à cause du long Covid. Je l'ai eu et que j'étais épuisé. Maintenant, j'ai repris. Et nous nous occupons de la mobilité électrique et je trouve ça vraiment cool. Avec de nombreux autres influenceurs, on pense simplement devoir agir. Et là, il y a les voitures électriques ou la mobilité électrique, c'est l'avenir. C'est une réalité. Il y aura sûrement encore des commentaires, mais ce sont presque tous de fausses infos sur la mobilité électrique. Il existe un excellent réseau de recharge. La recharge devient de plus en plus rapide. Mais si on y réfléchit maintenant, tu as bien 25 ans, comment vois-tu les prochaines années? Je ne regarde pas trop loin dans le temps, je vis plutôt dans l'instant présent. Et en ce moment, je suis totalement concentré sur le fait de faire avancer ce projet fondamental et de faire en sorte que ça fonctionne. Et ensuite, tout ira bien. Est-ce qu'on devient riche ici? Comment gagnes-tu de quoi payer ton loyer, l'électricité, Internet? Eh bien, j'ai différents projets. Par exemple, j'ai développé une application pour aider les associations à but non lucratif à gagner plus d'argent plus rapidement grâce aux réseaux sociaux. Ça marche de mieux en mieux et c'est vraiment une bonne histoire. Pour que AdSense YouTube... Un peu, ça recommence tout juste, mais ça fait quelques centaines d'euros. D'accord, en liquide? Comme je l'ai dit, plus ou moins à l'équilibre. À l'équilibre, mais très plaisant. Comme le stand-up. N'oubliez pas de le faire plaisir, dis. Non, pour moi, c'est vraiment du temps libre ici. C'est totalement relaxant, parce que c'est comme méditer. Tu connais ça? Planter un clou dans le mur, c'est
comme méditer pour moi en bricolant. Non, je ne peux pas. Pour moi, c'est jouer à Call of Duty avec des amis. Ah d'accord, très bien. Juste quelques headshots. Pour moi, c'est Call of Duty réel. D'accord, ça. Et qu'est-ce qu'il y a si on réfléchit maintenant? 65 ans? La retraite? Oui, non, c'est non. Qu'est-ce que tu feras quand on se reverra dans 3 ans? Qu'est-ce que tu feras alors? On verra. Donc je ferai plutôt en sorte que quelqu'un d'autre dirige cette société de logiciels et je resterai actif ici. Parce que ça, ici, ça me plaît vraiment, et je ferai probablement de la comédie. Je dirais que ce que je fais, c'est plutôt pour le plaisir, et je laisse plutôt les autres gagner de l'argent à ma place. Dernière question, elle m'est venue en venant ici. Tu avais 16% de Mediacraft à la fin, c'est bien ça? Combien as-tu encore reçu pour ça? Rien? L'entreprise a fait faillite et Remco l'a racheté pour 1 euro selon ce que je sais. Donc tu as gagné 16 centimes? Il te les doit encore. Oui, probablement, mais je m'en fichais. Je t'ai envie de voir les choses si sereinement. Je pense que c'est vraiment une bonne recette pour la vie, ne pas trop s'inquiéter des choses qu'on ne peut de toute façon pas changer. Alors, ça veut dire que si des gens se disent maintenant, mince, j'ai un peu perdu Christophe Krachten de vue, où est-ce que je peux te voir le plus souvent? Tu es actif sur Instagram ou pas vraiment? Je suis actif sur Instagram, je suis actif sur YouTube, je suis actif sur TikTok. Là-bas, quelqu'un devant avec un E. Mais comme dit, il y a toute une équipe derrière, pas seulement moi. Ensemble, nous avons une grande portée et souhaitons, en quelque sorte, convaincre l'humanité d'adopter la mobilité électrique. Car, pour la circulation, c'est la meilleure solution actuellement. C'est la solution. Sinon, notre planète déclinera et j'en subirai les conséquences. Il fera très chaud ici et je risque de mourir 10 ans plus tôt, ce que je ne veux pas. Je ne veux pas ça non plus. Je veux que tu restes encore longtemps avec nous et qu'on se retrouve ici sur YouTube dans 10 ans au plus tard. Merci pour cette belle journée. Désormais, je t'appellerai Monsieur Flashback. Je pense que c'était pareil pour vous. Toutes ces anecdotes nous rappelaient où nous étions et comment nous l'avions vécu à l'époque d'Ungé. Avec Mediacraft, il y avait sans cesse de nouveaux contenus et vidéos, ainsi que les Video Days. Pour moi, c'était une fête. Suivez Christophe Krachten, tous les liens sont en description. Et j'espère que nous avons pu clarifier ce qu'il fait réellement.